Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Rebonjour aux fidèles. Alors les recherches de notre invitée suivante révèlent le fonctionnement interne des catalyseurs qui pourraient lutter contre le changement climatique en décarbonant nos systèmes énergétiques et nos processus industriels. Je vous demande de faire un bel accueil à Charlotte Worte, qui est chercheuse à la faculté de chimie Schulich du Ternion. Elle répondra aux questions de Guillaume Gralet, rédacteur en chef Tech et Sciences du Point. On peut lui aussi l'applaudir. Merci beaucoup, Maurice. I'm extremely happy to be here with Je Charlotte suis today. ravie d'être avec Charlotte aujourd'hui. Extremely rich life, Elle a with une lots of vie energy. fascinante, So you elle est pleine d'énergie. are researcher, Vous êtes but also professeure, entrepreneur. chercheuse et entrepreneur. And we're gonna go throughout your life, which Nous is allons parler extremely de votre interesting, vie, inspiring at the fascinante same time. et une grande source But first, I d'inspiration. wanted, you to explain Mais us tout d'abord, what je souhaitais que vous nous en catalysis disiez un is. petit peu plus sur les catalystes. Merci beaucoup de m'avoir invité. Comme je le dis toujours, c'est comme une baguette magique chimique. Cela permet de déclencher des réactions chimiques que l'on ne pourrait pas avoir autrement. Cela raccourcit les processus chimiques. Aujourd'hui, on estime qu'un tiers de notre monde est impacté par ces phénomènes et cela joue un rôle crucial dans notre développement, dans toutes les choses auxquelles nous avons accès. Cela permet d'avoir du carburant pour nos voitures. La façon dont nous vivons aujourd'hui, tout est lié à la catalyse. Et nous souhaitons nous débarrasser des carburants fossiles pour nous tourner vers des carburants durables et nous allons pouvoir être aidés par ce phénomène. Vous venez de Technion. Hier, nous avons eu le plaisir de recevoir professeur Dan Shetman, qui est prix Nobel, et également professeur à Technion. Il s'intéresse beaucoup aux deep science et il va célébrer son anniversaire d'ici quelques jours. Mais avant de parler de vos recherches, je souhaite parler un peu de votre vie. Vous êtes né aux Pays-Bas, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez déménagé aux États-Unis. Alors dites-moi, comment vous êtes-vous lancé dans les sciences? Tout commence par mon père. C'est également la raison pour laquelle nous avons déménagé aux États-Unis quand j'étais jeune. Il est également chimiste. Et moi, j'étais récalcitrante. Je voulais avoir ma propre carrière, faire ce que je voulais, mais j'ai fini par étudier exactement la même chose que lui. J'avais 16 ans, je suis allée à l'université assez tôt, très tôt. Je voulais faire quelque chose de facile et ma mère ne m'a pas permis de le faire. Elle m'a dit « tu vas étudier la physique, les maths, la médecine, quelque chose comme ça ». Et moi, je me suis dit « je vais choisir le plus facile ». Et je n'ai pas vraiment aimé ça au départ, les 2 premières années, parce qu'il faut attendre et apprendre les fondamentaux, etc. J'ai vraiment pas apprécié. Donc ça, c'était à l'université Utrecht. Exactement. Et puis tout d'un coup, au cours de ma 3e année d'études, je me suis accrochée et j'avais un cours sur la catalyse au cours de cette 3e année. Et finalement, j'avais un professeur qui a fini par être mon maître de thèse. Et donc, j'ai tout d'un coup compris à quoi m'ont servi toutes ces années de cours que je n'avais pas appréciées. Et tout d'un coup, je suis tombée en amour pour cette matière. Donc, la chimie et la catalyse, n'est-ce pas? Oui, et je suis tombée amoureuse de la recherche aussi. Au cours de cette 3e année, nous avons dû participer à un projet de recherche pour la première fois. Et j'ai adoré ça. Qu'est-ce qui vous plaisait dans la recherche? C'est l'aspect créatif, on peut être créatif, et c'est ce qui m'a manqué au cours de mes premières années d'études, où c'est très rigoureux. En fait, dans la recherche, c'est vous qui êtes libre de faire tout ce que vous voulez, des choses qui n'ont jamais été faites avant. Vous entrez vraiment dans les détails de quelque chose et puis vous vous rendez compte que finalement les choses ne se passent pas comme on le pensait depuis longtemps et c'est incroyable comme sensation. Donc vous découvrez de nouveaux processus. Oui, et avec ces connaissances, vous pouvez faire de nombreuses choses. Vous écrivez une nouvelle page de l'histoire. Avec Dan Shetman hier, et on disait, si vous souhaitez écrire une nouvelle page de l'histoire, choisissez la science. Au cours de ces 2 journées, nous avons vu certaines solutions, comme
des solutions qui ont été découvertes par des Français pour utiliser le CO2 et créer de nouveaux matériaux avec cela. Vous nous dites, cela fait partie des solutions, mais je pense que l'on devrait aller plus loin. Oui, il s'agit de comprendre comment les choses fonctionnent dans leur ensemble, et c'est ce qu'on essaie de faire avec la catalyse. C'est ça que j'entends par là. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un large éventail de phénomènes que l'on doit résoudre très rapidement. Le CO2, on ne doit pas simplement l'utiliser pour de nouveaux produits, mais on doit également le capturer et le stocker pour de nombreuses années. Nous devons également nous débarrasser du plastique. Nous avons de très nombreux défis environnementaux qui doivent être résolus de façon extrêmement rapide. Pouvez-vous nous donner des exemples de la façon dont la catalyse peut aider tous ces problèmes ? Bien sûr. Je raconte toujours l'histoire il y a 100 ans. Voilà, c'est une métaphore qui montre que la catalyse a déjà résolu d'énormes problèmes à travers l'histoire. Il y a 100 ans, nous n'utilisions que des fientes d'oiseaux comme engrais. Et on l'envoyait partout dans le monde. Et il y avait une énorme famine à l'époque. Et les gens étaient très inquiets. Il n'y avait pas de façon de faire de l'engrais synthétique à l'époque. Donc au bout de quelques années, Fritz Haber et ses employés ont essayé des milliers de différentes catalyses et ils ont trouvé un processus pour créer de l'ammonium de façon synthétique. Et tout d'un coup, on est passé de 1,5 million à où nous en sommes aujourd'hui. Tout l'azote que vous trouvez dans votre corps aujourd'hui vient de ce processus. Et on fait les choses de la même façon qu'il y a 100 ans. Donc, tout ce que vous souhaitez changer va être plus facile à faire par le truchement de la catalyse. Si on veut utiliser du CO2 pour faire du carburant, par exemple, ou même du plastique, vous avez besoin d'un catalyseur. Nous ne savons pas exactement lequel. À l'heure actuelle, nous sommes en train de nous améliorer très rapidement, mais nous inventons encore de nouveaux processus de catalyse en testant de nombreuses combinaisons différentes et en espérant que certaines vont fonctionner. Vous avez également créé une entreprise. Que fait-elle ? Nous sommes une entreprise d'information. Nous abordons l'autre aspect dont je souhaitais vous parler, plutôt que d'utiliser du CO2 pour créer des matières, ce qui doit être fait également. Nous nous concentrons sur la purification de l'eau et le stockage du CO2 pendant des milliers d'années pour éviter les impacts négatifs qu'il a sur l'environnement. Et quels sont les défis à ces entreprises? Bon, nous avons les idées, c'est déjà quelque chose. Je pense que l'un des obstacles majeurs, c'est que nous sommes habitués, au moins l'environnement dans lequel mon entreprise s'est développée, nous avons l'habitude d'investir dans les biotechnologies, dans les logiciels qui permettent, depuis votre canapé sur votre ordinateur, d'utiliser des logiciels, par exemple. Alors que ce que nous faisons, nous, il faut avoir beaucoup de fonds pour obtenir de nouvelles technologies et leur permettre d'atteindre d'un retour sur investissement d'ici même 15 ans. On doit vraiment décider ensemble où nous concentrer pour concentrer ces fonds-là. Donc, avec la Deep Tech, par exemple, je crois que c'est très important. Donc, nous avons besoin de vraiment beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et aussi de cerveau. J'espère que la nouvelle génération va être inspirée par ces sujets et va vouloir travailler sur ces problèmes de développement durable parce que nous avons besoin de ces cerveaux. Nous avons besoin de gens, des gens qui sont vraiment très impliqués dans la science, mais qui ont aussi une connaissance plus générale pour comprendre pourquoi un processus pourrait fonctionner ou quels sont les avantages économiques, commerciaux de cela. Vous avez également étudié le commerce, en effet, et c'est une bonne chose d'avoir ce panorama dans son entier des sciences pour pouvoir mieux comprendre. Exactement, je pense que ça me donne un avantage. À l'époque, les gens se moquaient de moi parce que je m'éloignais de
de ma carrière de scientifique pure, mais je crois que c'est vraiment un gros avantage de comprendre les principes de base qui vont permettre à notre processus ou pas d'être reproduit à très grande échelle. Par exemple, si une décision doit être prise, si on veut qu'un processus soit mené à plus grande échelle, peut-être qu'on ne devrait pas utiliser de platinium, par exemple. Et il y a beaucoup de gens qui se penchent sur cette question dans le monde de la recherche. On se penche sur des matériaux que l'on connaît et qui fonctionnent déjà, on le sait. Donc peut-être qu'on doit changer notre mode de consommation, par exemple, mais peut-être que les technologies vont beaucoup aider. C'est une combinaison de ces deux piliers qui pourrait nous aider à trouver des solutions concernant la pollution, par exemple. Je crois que certaines des solutions techniques existent déjà. Et maintenant, les amener à leur plein potentiel va être indispensable. Réduire la consommation est indispensable. Les politiques, les lois ont un rôle majeur à jouer également. Donc on doit prendre des décisions ensemble au niveau mondial pour mettre en place un budget carbone, par exemple. Ce n'est pas chose aisée de mettre plusieurs pays autour de la table et de voir comment réduire les émissions de CO2 cumulées. Ce n'est pas une question facile et c'est plus facile d'être un scientifique. Mais à ce sujet, vous êtes toujours optimiste malgré tous les défis sur la pollution, le CO2 ? Oui, tout à fait. Au cours de l'histoire, nous avons été confrontés à d'énormes épreuves par le passé. Nous avons sûrement oublié cette famine mondiale en est le parfait exemple, mais il y en a eu d'autres, des pressions sociales. Nous avons fait d'énormes avancées. Et en fait, au cours de ces 120 dernières années, et au cours de toute notre histoire, l'histoire de l'humanité, nous avons fait d'énormes progrès. Les gens s'adaptent très bien, sont intelligents. Si l'on s'assoit ensemble autour de la table et qu'on prend les bonnes décisions, je n'ai aucun doute que nous réussirons. La collaboration internationale est importante. Vous travaillez avec des scientifiques de très nombreux pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela et peut-être que vous pouvez nous parler des personnes qui vous ont inspiré dans le monde de la science? Collaboration internationale, tout à fait. Au cours de ces 20 dernières années, nous avons vu que la science est de plus en plus internationale et c'est une bonne chose. Aller au-delà des frontières et au-delà des frontières entre disciplines également va nous permettre d'avancer bien plus rapidement. Les différents pays ont des forces différentes. Je viens d'un pays qui a une longue histoire d'industrie chimique et de développement de ce type de processus. Et nous avons une bonne façon Nous estimons que nous avons une bonne façon de faire les choses et c'est bien. On a une idée de ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Et j'ai déménagé dans un pays où ils ont de très bonnes bases pour les traitements de l'eau, par exemple. Je vous ai parlé du processus sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu imaginer ou avoir une telle idée. C'est en fait une de mes étudiantes qui a eu cette idée. On n'aurait jamais eu cette idée-là. Je n'aurais jamais eu cette idée-là. Et c'est une façon très efficace de capturer le carbone qui est également sobre en énergie. Donc vous voyez, tirer parti des forces des différents pays est la meilleure façon de faire les choses. On n'a pas à réinventer la roue. On peut être inspiré par toutes les belles choses qui existent déjà. Donc vous apprenez de nouvelles idées par vos étudiants tout le temps. J'ai d'excellents étudiants, vraiment, et j'adore ça. Ils viennent de différentes facultés également. L'un d'entre eux vient de la médecine. J'ai des ingénieurs civils également. Et là encore, c'est nécessaire d'avoir des physiciens, des informaticiens. Les avancées de la recherche, et notamment pour ces processus qui peuvent être appliqués à grande échelle, vont venir de ce travail interdisciplinaire. La bonne nouvelle, c'est que la solution viendra peut-être des jeunes. Moi, j'ai 2 filles, et je pense que certains jeunes sont peut-être intimidés par l'idée de se lancer dans la science. Alors dites-nous, quelles sont les personnalités qui vous ont inspiré, du passé ou du présent ?
to be a scientist. Je vous ai dit, ma mère m'a forcée. Je dois dire qu'en tant que femme scientifique, je m'en suis rendu compte de ça bien plus tard dans ma carrière, mais c'est vrai. J'ai des parents et j'ai un père dont j'étais très proche, dont je suis très proche, qui est très enthousiaste vis-à-vis de son travail. Donc j'avais vraiment un modèle à la maison. J'ai vu ce que ça pouvait être d'être chimiste. Mes amies, filles à l'époque, me disaient « Qu'est-ce que tu vas faire si tu es chimiste? Tu vas devenir prof de chimie ?» Bon, j'ai rien contre les profs de chimie, mais... Et chacune d'entre elles, qui étudient l'économie ou le droit, par exemple, chacune d'entre elles sont revenues me voir après et m'ont dit « Je suis désolée, j'aurais aimé savoir ce que tu pouvais devenir. Tu peux voyager à travers le monde pour faire des expériences, c'est incroyable. » Et je pense que ça, c'est dommage. Il n'y a pas assez de représentation féminine. Et la science n'a pas bonne réputation. On a l'idée un peu du geek. Et la science, ça peut être sympa, marrant. Oui, c'est super sympa. C'est le truc le plus cool du monde. Vous pouvez être créatif, créer de nouvelles choses. Vous êtes payé pour vous amuser et découvrir des trucs. C'est super. Dans le public, je pense que nous avons des parents, peut-être des grands-parents. Il y a quelques années, on disait aux jeunes qu'il faudrait qu'ils apprennent à coder, mais maintenant, ce n'est peut-être plus le cas avec l'IA. Selon vous, que devrions-nous enseigner aux enfants à l'école? Parce que c'est peut-être la pensée critique, être capable de croire en ses rêves, peut-être prendre du temps libre. Là encore, les messages de vos parents, vous en prenez conscience plus tard dans votre vie et vous vous dites peut-être qu'ils avaient raison. Il y avait plein de choses que je voulais étudier, les sciences de l'énergie par exemple, pour être scientifique naturel pour ainsi dire. Et j'ai reçu des conseils de nombreuses personnes autour de moi. Étudie quelque chose qui a existé il y a 50 ans et qui existera encore dans 50 ans, on me disait. Et en fait, si on étudie les physiques, les maths ou la chimie, on vous apprend la pensée critique. On vous apprend à comprendre les processus et la pensée analytique. Bon nombre de mes anciens collègues travaillent maintenant dans des banques ou dans des emplois qui n'ont pas vraiment grand-chose à faire avec ce qu'ils ont étudié de prime abord. Mais finalement, si. On vous apprend à penser. Si on parle du codage, par exemple, c'est un outil. On peut vous apprendre l'informatique et d'une façon qui vous apprend à avoir une pensée critique. C'est un outil. Et comme vous le dites, un outil peut finalement perdre de sa valeur. Il faut pouvoir conceptuellement penser à la façon dont vous pouvez appliquer cet outil pour s'assurer qu'il garde sa valeur. La pensée critique, clairement, c'est sûr. Et peut-être que l'on va avoir des questions du public d'ici quelques instants, mais est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, on en a beaucoup parlé hier, avec un chercheur de DeepMind qui travaille sur les sciences de la vie, des nouveaux matériaux, la santé. Est-ce que vous pensez que cela peut vous aider dans vos recherches également ? Tout à fait. Hier, nous avons également abordé cela au dîner. Par exemple, lorsque l'on a commencé à imprimer, on s'est aussi demandé ce qui allait se passer, si ça allait remplacer des emplois, et que va-t-il se passer si les gens ont accès à toutes ces informations. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est une qualité humaine d'être pessimiste, en fait, sur ces choses-là. Mais il faut travailler pour devenir optimiste. C'est un excellent outil qui va nous permettre de progresser bien plus rapidement. Et nous avons déjà progressé très rapidement pour atteindre une nouvelle ère et cela va nous aider à résoudre ce problème de trouver de nouveaux processus de catalyse très rapidement. Il y a également un débat entre la science ouverte ou bien une science plus protégée. Quel est votre point de vue si on applique ça à la catalyse, par exemple? Vous êtes à la fois une chercheuse, vous travaillez avec des chercheurs du monde entier, mais vous avez aussi votre propre entreprise.
Donc comment trouver le bon juste milieu? Il y a différents niveaux, c'est une question difficile et je n'ai pas de réponse à certains aspects de cette question. Je pense que les choses vont évoluer avec le temps, mais par exemple, les publications open source. Souvent, nous recevons des fonds publics pour nos recherches, donc qui viennent des contribuables, et cela est parfois ouvert et accessible à d'autres chercheurs et au public. Je pense que ça devrait l'être. Les gens devraient pouvoir lire les résultats de nos recherches dans les labos sans avoir à payer pour cela. Mais maintenant, si l'on parle de l'aspect propriété intellectuelle, il y a beaucoup de financements qui sont levés pour pouvoir créer cette propriété intellectuelle, donc on doit la protéger également. Sinon, le système ne fonctionne pas. Donc c'est un équilibre délicat. Avoir un raisonnement moral et éthique, je pense que se demander d'où viennent les fonds est également utile. Les publications sont absolument clés, je crois, pour que les gens puissent comprendre. D'ailleurs, si les étudiants souhaitent se lancer dans la recherche concernant la catalyse, que doivent-ils faire en France ou ailleurs? La catalyse, c'est une discipline de la chimie. Donc la chimie, c'est toujours une bonne discipline à apprendre. Il y a des sujets adjacents, très impliqués, la science des matériaux, la physique, de très nombreuses disciplines qui vous permettent d'accéder à ces processus de catalyse, mais la chimie est le principal. Et pour bon nombre de choses liées au développement durable, d'ailleurs. Je voulais entendre votre point de vue sur les personnes qui vous ont inspiré et aussi un petit peu sur votre recherche, sur vos recherches. Vous travaillez sur l'eau. Dans votre labo, il y a peut-être d'autres façons de mener des recherches. Donc tout d'abord, sur les personnes qui vous ont inspiré à devenir scientifique. Je crois que l'inspiration m'est venue de mes proches autour de moi qui m'ont soutenu, qui m'ont ouvert des portes. J'ai eu d'excellents mentors qui croyaient en moi. C'est très important, bien sûr. J'ai des scientifiques que j'admire. Samajai, par exemple, à Berkeley, qui est en avance, des décennies en avance. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces chercheurs, ces scientifiques. Mais je crois que ce sont surtout mes proches. Ce ne sont pas forcément ceux qui m'ont inspiré, mais ceux qui m'ont tiré vers le haut, donc mes conseillers de doctorat. Toujours aujourd'hui, j'ai encore des proches qui me soutiennent. Aujourd'hui, vous travaillez sur l'eau et le processus de transformation. Y a-t-il d'autres domaines de recherche qui pourraient aider pour l'avenir? Tout à fait. Nous nous penchons sur de très nombreux processus. Comme vous l'avez remarqué, j'aime bien me pencher sur différentes choses à la fois. Donc, très différents processus dans mon laboratoire. Et le fil rouge, c'est toujours la catalyse. La spectroscopie, c'est l'étude de l'interaction entre la lumière et la matière. Et dans ce cas précis, c'est la catalyse, la matière. Donc nous étudions ces catalyses, pourquoi fonctionnent-elles, pour pouvoir avoir une compréhension fondamentale et les répliquer. On peut faire ça pour tout. Par exemple, les engrais d'il y a 100 ans dont je vous parlais, nous étudions ce processus à l'heure actuelle pour essayer de l'améliorer, parce que cela représente 2% des émissions de gaz à effet de serre par an. Si on réduit ça un tout petit peu, si on fait une catalyse 1% plus efficace, eh bien les émissions vont être réduites considérablement. Donc là encore, on doit garder cela à l'esprit. On peut travailler sur des processus très futuristes et on devrait le faire. On doit avoir un bouquet de choses différentes sur lesquelles on travaille, mais nous avons aussi beaucoup d'investissements dans l'industrie chimique et on ne peut pas toujours décider de changer de projet. Donc il faut travailler sur les itérations de choses qui sont déjà existantes également. Merci Charlotte. Ask some questions from the audience with Boris. Absolument, déjà on peut poser des questions. Ouais, merci beaucoup pour votre témoignage et votre parcours. Et madame, en prums, elle est là devant. On va vous confier un micro. On va vous nimber d'une aura de lumière et on va vous demander, s'il vous plaît, de vous lever pour
qu'on vous voit bien. Bonjour et merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vos recherches sur l'eau, s'il vous plaît? Can you tell us more about your research on water? That's appropriate. Yeah. Ça tombe bien. Yeah, absolutely. We Oui, have tout à fait. a process which Il y a un we're commercializing processus right qu'on est now en train de that commercialiser takes, seawater, so qui in prend de Israel, l'eau de we mer. have desalination En facilities Israël, on a which des we sites make de our drinking water désalinisation from. This is a à partir technology desquels that on was really, fait de l'eau came potable. to fruition in C'est Israel. une And, technologie qui a in vraiment this, process, émergé en they Israël use et anti-scalants. And in on many utilise different, des antiscalants. areas where seawater is used, you use to Et lorsqu'on put in utilise de l'eau de chemicals into the mer, water, eh bien on met des and that's produits released then chimiques again into the dedans et environment ensuite to do c'est different renvoyé things, dans whether it's to l'environnement. kill, Que ce larvae soit inside the pour water, or whether it's to prevent tuer scale buildup. des And petits we've invented a microbes process which does that only with dans electricity, l'eau et donc no on fait dirty ça chemicals that avec go back into the uniquement de environment. l'électricité, pas de And produits while doing chimiques it, à we're renvoyer dans deeply carbon l'environnement. negative. So we lock Et donc away, on est vraiment neutre en carbon carbone. dioxide while On we're doing this récupère process. So it's a win-win-win. le dioxyde de That's carbone what we're doing, and we do it by, et c'est gagnant-gagnant en fait. Et en faisant cela, il y a deux étapes. Il y a un processus tout à fait nouveau et on a également développé un catalyste avec de la spectroscopie, comme on l'a dit tout à l'heure, en laboratoire et ça fonctionne 300 fois mieux que les processus actuels. Parce qu'on a pu l'affiner maintenant et c'est vraiment un bel exemple de ce que je suis toujours en train de défendre. Il faut comprendre Un bel quelque chose exemple, pour c'est la première fois l'améliorer. que j'entends l'expression win-win-win. 3 fois win, ça c'est pas mal. Madame. Hi, I was wondering, you're using Bonjour. catalysis Je to me apply to new demandais, applications. vous In utilisez your la research, has it catalyse been pour mostly d'autres developing applications et new vos travaux de catalysts recherche, c'était or surtout using existing catalysts for new développement de applications? nouveaux catalystes ou plutôt de changer les catalystes pour de nouvelles applications. C'est un peu les deux. Notre modus operandi, c'est un peu d'avoir des indicateurs de différentes variables. Si je prends un catalyste industriel par exemple, le fer, c'est comme ça qu'on fait de la synthèse d'ammoniac, et je veux étudier l'impact d'une chose en particulier, par exemple des particules et la taille des particules. Et donc il y a toujours une application lorsqu'on travaille sur un processus, on le choisit, mais ensuite on crée toujours de nouvelles choses de manière très contrôlée afin de bien comprendre le processus. Une autre question dans le public. Allez, on profite que Charlotte soit là. Monsieur. Prenez le micro qu'on puisse vous entendre aussi sur Internet, parce que vous êtes déjà une star sur Internet depuis hier. Ah bon? Levez-vous, s'il vous plaît. C'est un peu impératif, ça. Auriez-vous l'amabilité de vous lever de façon à ce qu'on puisse vous voir dans la lumière? Thank you very much. Yes. My question is about Merci beaucoup. J'ai une nanospectroscopy. question contre la Because nanospectroscopie. we know that among the catalysts, On many sait are que beaucoup based on de nanomaterials. catalyseurs se So my basent question sur are, des nanomatériaux. Ma question are est la you suivante. specifically working on nanomaterials Travaillez-vous because sur les the nanomatériaux catalyst should be puisque or les can be catalyseurs increased a lot peuvent by nano encore effects. fonctionner mieux par and it nano-effet. can be seen by Et ça peut lot être of spectroscopic perçu par techniques. beaucoup de techniques Merci pour votre question. de spectroscopie. Yeah, very specific question. Une very question relevant très to what we're concrète doing. et tout à fait So pertinente par I rapport au don't sujet focus dont on specifically, parle. so we focus on nanomaterials, On of se course, concentre sur les nanomatériaux, en effet, these bien are sûr, developing puisque catalysts. ce sont les I like to catalystes use les high plus time pertinents. resolution spectroscopy. J'aime utiliser de la And then we call it spectroscopie homogeneous à spectroscopy, haute so we résolution. add in a known wavelength to demodulate Donc signal on and everything. on Because I ajoute think une because that's onde what I'm interested in, to be very fair. Because it's, longue et c'est ce qui mathematically m'intéresse very en fait. interesting question. D'un point de vue mathématique, c'est très intéressant. La nanospectroscopie, c'est autre chose. On l'utilise également. On ne récupère pas une moyenne de l'ensemble, on récupère plutôt un point bien spécifique et on doit refaire des expérimentations. Moi, j'ai plutôt une approche un peu moins complexe et je le fais avec de la haute résolution. Combination, right? Yeah. Un alliage donc. Une autre question? Monsieur, on vous donne un micro. Is it working? Yeah. Okay. I have a question about the software J'ai une you can question use in concernant les your logiciels que vous enterprise, I guess. utilisez dans votre Because I entreprise. didn't understood if Je n'ai you pas bien were compris using like classical Si chemistry, vous utilisez quantum de la chemistry, I don't chimie know. classique ou... That's also a very good question. C'est également une très bonne question. Donc, dans les travaux de recherche ou dans l'entreprise?
More in the company, yeah. Plutôt dans l'entreprise. Alors, pour arriver à l'idée de l'entreprise, déjà, on avait dû comprendre la chimie. Et d'ailleurs, c'est un processus assez simple. C'est simplement du guidage électrique. Bien sûr, il y a une optimisation du processus qui est toujours positive, qui bénéficie du data mining. Mais c'est très important si on veut ensuite passer à une grande échelle. Au laboratoire, on a notre propre algorithme de machine learning, toute une série d'outils, et concernant cet alliage, cette combinaison et ce point de vue un peu transfrontalier, eh bien, ce sont les étudiants qui vont le plus vite parce qu'ils comprennent également comment coder. Donc ça nécessite beaucoup de compétences. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. On va vous donner un micro. Ah. There is a major interest with the current so-called climate crisis, which is a combination of CO and H2 to develop aliphatic hydrocarbons made out of green stuff. Pour faire des hydrocarbures à partir de matières vertes. Est-ce que vous vous attaquez à ce sujet? In South Africa, they do wide-spec non-selective catalysts. Il y a des catalyseurs non sélectifs de control catalyst with large, the slow, I would say, in the range of 4 tons of catalyst for 1 ton per hour treatment, so that you are able to make une tonne de traitement par heure, et bien, à ce moment-là, vous pouvez plutôt résoudre un problème de manière adaptée avec une touche verte à partir de plantes, par exemple, et du H2. Oui, c'est ce que vous appelez la photosynthèse, n'est-ce pas? Phytosynthèse plutôt. J'ai travaillé là-dessus par le passé. On ne travaille pas spécifiquement là-dessus, mais on a quelques petits projets. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire dans le laboratoire, c'est vraiment quelque chose qui peut être appliqué à d'autres domaines. Et donc, si on sait quel bouton tourner afin d'avoir une plus grande sélectivité pour la formation en CH, c'est pas que pour le gaz synthétique, pas que pour le CO2 ou H2, eh bien on peut l'appliquer à d'autres systèmes. J'ai travaillé là-dessus par le passé, je ne travaille pas beaucoup là-dessus en ce moment, ce n'est pas un des sujets majeurs, mais voilà. Merci beaucoup Charlotte Worth, merci à vous, on vous applaudit une dernière fois. Merci beaucoup. On s'intéresse tout de suite à la session suivante, à l'activité solaire et l'impact sur la Terre. Qu'est-ce que la météorologie de l'espace? À tout de suite.